En arrivant chez mon fils, ma belle-fille m'a interpellée d'un ton sec. « Occupe-toi des toilettes et ne te présente pas pour le dîner. Ne me fais pas honte. » Mon fils a acquiescé. « Maman, tu es sans emploi. » Mais quand mon mari est entré dans la pièce et a dit « Je suis heureux que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez le nom de la ville d'où vous écoutez, pour que je voie jusqu'où mon récit a voyagé. Je m'appelle Monique et j'ai 61 ans. Il y a 3 mois encore, je croyais savoir ce que signifiait toucher le fond. J'avais tort. Je me tenais dans la cuisine immaculée de mon fils Julien, les mains encore humides, après avoir fait leur vaisselle du déjeuner dominical. C'est alors que ma belle-fille, Amélie, s'est tournée vers moi avec ce sourire. Vous savez, ce genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Celui qui vous noue l'estomac car vous pressentez qu'une catastrophe est imminente. « Monique », a-t-elle dit, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur, « puisque vous êtes déjà en train de nettoyer, pourriez-vous vous occuper de la salle de bain des invités? Elle est devenue assez sale, et nous attendons le patron de Julien pour dîner ce soir. » J'ai senti mes joues se s'empourprer. La salle de bain des invités. Elle voulait que je récure les toilettes comme si j'étais l'employé de maison. Mais le pire, c'était la manière désinvolte dont elle l'avait dit, comme s'il était tout à fait naturel pour une mère de nettoyer les toilettes de son fils, sous la surveillance de sa femme. « En fait, je pensais rentrer bientôt, » ai-je dit doucement, essayant de masquer le tremblement dans ma voix. « Daniel prépare son fameux bœuf bourguignon ce soir. »« Ah, à ce sujet » m'interrompit Amélie, en examinant ses ongles perfectly manucurés. « Vous ne vous joindrez pas à nous pour le dîner. Le patron de Julien est très à cheval sur... Eh bien, les apparences. Nous ne pouvons nous permettre aucune situation embarrassante ce soir. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis agrippée au bord du comptoir en granit pour ne pas vaciller. Embarrassante. Julien est apparu dans l'embrasure de la porte, desserrant sa cravate après avoir quitté ses vêtements du dimanche. Mon cœur s'est soulevé un instant, pensant que mon fils me défendrait, qu'il dirait à sa femme qu'elle était allée trop loin. Au lieu de cela, il a approuvé les paroles d'Amélie. « Maman, tu dois comprendre. Amélie a raison. Tu es sans emploi en ce moment et, honnêtement... » Il a fait une pause, passant une main dans ses cheveux. « Ça ne ferait pas bonne impression. Monsieur Lefebvre s'attend à rencontrer des gens d'un certain calibre à dîner. » J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, pour qui j'avais tout sacrifié, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas se fissurer, pas se plier, mais se fracasser en 1000 morceaux si petits que je me demandais s'ils pourraient un jour être rassemblés. « Un certain calibre », ai-je répété, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Tu sais ce que je veux dire », a dit Julien en évitant mon regard. « Des gens qui ont réussi, des gens avec des carrières. » Ce n'est rien de personnel, maman. Rien de personnel. Comme si renvoyer sa mère comme une servante indésirable pouvait être autre chose que personnel. Amélie a tapé dans ses mains comme si l'affaire était réglée. « Merveilleux. Donc, vous vous occupez de la salle de bain et ensuite, peut-être pourriez-vous ranger un peu le salon avant de partir. Le patron de Julien remarquera si les choses ne sont pas parfaites. » J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. La cuisine que je les avais aidés à acheter avec le reste de mes économies, quand ils se sont mariés, il y a 5 ans. La cuisine où j'avais préparé le dîner de Noël, ces 3 dernières années, parce qu'Amélie n'était pas douée pour la cuisine traditionnelle. La cuisine où j'avais passé d'innombrables soirées à garder les enfants des voisins quand ils n'avaient pas besoin d'argent supplémentaire pour les virées shopping d'Amélie. « Les produits d'entretien sont sous l'évier de la salle de bain », a poursuivi Amélie, se détournant déjà comme si j'avais accepté. « Assurez-vous d'utiliser la bonne brosse pour les toilettes. La bas de gamme n'enlève pas bien les taches. » Je suis restée là un long moment, me sentant invisible. Il ne me regardait même plus. Julien avait sorti son téléphone, faisant défiler ses emails. Amélie arrangeait des fleurs dans un vase, fredonnant doucement. J'ai pensé à Daniel, mon mari depuis 8 mois, qui m'attendait à la maison. Il avait probablement déjà commencé à préparer le dîner comme il le faisait chaque dimanche. Il me demanderait comment s'était passée ma visite.
Et que lui dirais-je? Que mon propre fils pense que je suis une source d'embarras? Que ma belle-fille me traite comme une employée? Mes pieds se sont mis en mouvement sans que j'en aie conscience, me portant vers la salle de bain des invités. J'ai trouvé les produits de nettoyage exactement là où Amélie l'avait dit. Les toilettes étaient effectivement sales, incrustées de je ne sais quoi, probablement des restes d'une des soirées poker de Julien avec ses amis. Je me suis agenouillée sur le carrelage froid, mes genoux de 61 ans protestants, et j'ai commencé à frotter. Chaque coup de brosse me semblait emporter un morceau de ma dignité. Des larmes tombaient dans la cuvette, se mélangeant à la solution de nettoyage. Ce n'était pas censé être ma vie. J'avais élevé Julien pour qu'il soit meilleur que ça. Je lui avais appris le respect, la gentillesse, comment traiter les gens, surtout la famille, avec amour et considération. Où avais-je échoué? Des éclats de rire provenaient de la cuisine. Julien et Amélie, planifiant probablement leur dîner parfait avec le parfait patron de Julien. Je me demandais s'ils se souvenaient, even, que j'étais là, ou si je m'étais déjà fondue dans le décor comme un vieux meuble qu'ils étaient fatigués de voir. J'ai fini les toilettes, et je suis passée au lavabo, frottant des taches d'eau qui n'étaient probablement même pas visibles, à moins de les chercher. Mais Amélie chercherait. Amélie cherchait toujours les imperfections, surtout chez moi. Quand je suis finalement sortie de la salle de bain, le dos endolori et les mains à vif à cause des produits chimiques agressifs, je les ai trouvés dans le salon. Julien ajustait des coussins déjà parfaitement arrangés. Amélie vaporisait du désodorisant, bien que la maison sentît déjà les bougies coûteuses qu'elle brûlait constamment. « C'est fait ?» ai-je annoncé, bien qu'aucun d'eux ne m'ait prêté attention. « Avez-vous pensé à nettoyer derrière les toilettes ?» a demandé Amélie sans lever les yeux. « Les gens oublient toujours cette partie. »« Oui, » ai-je dit. « J'ai tout nettoyé. »« Bien. » Elle m'a finalement jeté un regard, son expression neutre. « Vous devriez probablement rentrer maintenant. Nous avons besoin de temps pour nous préparer pour le dîner. » J'ai pris mon sac à main sur la console de l'entrée. La même console où des photos de famille auraient dû être exposées. À la place, il n'y avait que des photos de Julien et Amélie, de leur mariage, de leurs vacances, de leur vie parfaite. Pas de photos de moi, pas de photos de l'enfance de Julien. C'était comme si sa vie avait commencé le jour où il l'avait épousée. « On se voit dimanche prochain ?» ai-je demandé avec espoir, sachant que je ne devrais plus rien espérer. Julien a levé les yeux de son téléphone. « En fait, maman, peut-être qu'on devrait sauter la semaine prochaine. La mère d'Amélie vient nous rendre visite. Et tu sais comment elle est pour... Eh bien, pour garder les choses simples. Simple, un autre mot pour dire « sans moi ». J'ai hoché la tête, ma voix me faisant défaut, et je me suis dirigée vers la porte. Ma main était sur la poignée quand j'ai entendu Amélie rire, un son clair et insouciant qui m'a serré la poitrine. « Julien, chéri, ta mère a oublié de dépoussiérer la table basse. Regarde, on peut voir ses empreintes de doigts sur le verre. » Je me suis arrêtée, la main figée sur la poignée. Une partie de moi voulait me retourner pour leur dire exactement ce que je pensais de leur cruauté. Mais la plus grande partie de moi, celle qui avait été usée par des mois d'insultes subtiles et de rejets désinvoltes, voulait juste s'échapper. Je suis sortie dans l'air frais d'octobre, refermant la porte derrière moi, avec le plus léger des clics. En marchant vers ma voiture, je pouvais les entendre à l'intérieur, déjà passés à autre chose, comme si je n'avais jamais été là. Le trajet du retour a été un flou de larmes et de feux de signalisation. Je n'arrêtais pas de penser au regard de Julien. Pas cruel exactement, mais indifférent, comme si j'étais un problème qu'il avait résolu en me faisant simplement disparaître. Quand je suis arrivée dans mon allée, j'ai vu Daniel à la fenêtre de la cuisine, vérifiant probablement son bœuf bourguignon. Mon mari, l'homme qui avait somehow vu quelque chose digne d'être aimé chez une femme de 61 ans brisée, aux cheveux gris et avec trop de regrets. Je suis restée assise dans la voiture quelques minutes de plus, essayant de me ressaisir. Daniel n'aurait qu'à regarder mon visage pour savoir que quelque chose n'allait pas. Il savait toujours, et alors il voudrait arranger les choses. Comme il arrangeait tout dans notre petite maison,
avec tant de patience et de soin. Mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait être réparé avec un tournevis et de l'huile de coude. C'était mon fils, mon unique enfant, choisissant le confort de sa femme au détriment de la dignité de sa mère. C'était 35 ans de sacrifice, réduits à rien de plus qu'un inconvénient. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur et j'ai essayé de sourire. Ça ressemblait à du verre brisé, mais ça devait suffire. Après tout, quel choix avais-je? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage suffisant d'Amélie et j'entendais le rejet désinvolte de Julien. Daniel avait remarqué mon humeur au dîner. Bien sûr, il remarquait toujours tout. « Journée difficile avec Julien ?» avait-il demandé doucement pendant que nous mangions son bœuf bourguignon. C'était délicieux comme toujours, mais je pouvais à peine en sentir le goût. Juste fatiguée. Avais-je menti? Parce que comment dire à l'homme que vous aimez que votre propre fils pense que vous êtes une source d'embarras? Maintenant, à 3 heures du matin, je me retrouvais dans notre petit salon, à regarder l'album photo que je gardais sur la table d'appoint. Il était vieux, avec une couverture en cuir craquelé et des pages qui avaient fort jauni sur les bords. Mais chaque photo à l'intérieur racontait l'histoire de l'enfance de Julien, notre vie ensemble avant Amélie, avant qu'il n'apprenne à avoir honte de ses origines. La première photo était celle de Julien, à 6 mois, joufflu et souriant sans dents à l'appareil. Son père, Stéphane, avait pris cette photo juste 2 semaines avant de nous quitter. Stéphane avait dit qu'il n'était pas prêt à être père, que la responsabilité était trop lourde. J'avais 25 ans. Je travaillais comme infirmière à l'hôpital municipal. Et soudain, j'étais complètement seule avec un bébé. J'ai tourné la page, mes doigts tremblants, légèrement. Julien a 2 ans, assis dans un chariot de supermarché. Je me souvenais très bien de ce jour car c'était juste après avoir été licenciée de l'hôpital. Des compressions budgétaires, disait-il. Mais en réalité, c'était parce que le nouvel administrateur voulait faire venir ses propres gens. J'avais exactement 47 € sur mon compte en banque et un enfant en bas âge à nourrir. C'est là que j'ai pris le premier de ce qui allait devenir de très très nombreux petits boulots. Je nettoyais des bureaux la nuit après que Julien se soit endormi, l'emmenant avec moi car je ne pouvais pas me payer de baby-sitter. Il dormait sur une couverture dans un coin pendant que j'aspirais et récurais les toilettes. Pas si différent de ce que j'avais fait chez lui aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, je le faisais pour survivre, pour nous maintenir à flot. Pendant la journée, je servais dans un bistrot du centre-ville. Les pourboires avaient été corrects, surtout si les mains baladeuses des clients habituels ne vous dérangeaient pas. Ça me dérangeait, mais j'avais plus besoin d'argent que de ma dignité. Julien s'asseyait dans une banquette au fond, coloriant dans des livres que j'avais achetés au magasin à 1 € pendant que je servais du café et souriait à des hommes qui pensaient qu'une mère célibataire était une proie facile. La photo suivante montrait Julien le jour de sa première rentrée en maternelle, se tenant fièrement devant notre immeuble. Son sac à dos était trop grand pour sa petite silhouette et ses chaussures venaient sans d'une friperie. Mais je m'étais assurée que sa chemise était repassée et ses cheveux peignés. Il avait l'air si impatient, si prêt à apprendre, à grandir et à devenir quelqu'un de merveilleux. J'aurais voulu l'accompagner en classe ce premier jour, mais je devais être au travail à 7 heures du matin. Alors je l'ai accompagné à l'arrêt de bus, j'ai embrassé son front et je l'ai regardé monter ses grandes marches avec son sac à dos surdimensionné. Puis j'ai couru à ma voiture et j'ai pleuré pendant 10 minutes avant de conduire jusqu'à mon service au bistrot. Au moment où Julien était en CE1, j'avais réussi à décrocher un poste dans un cabinet médical. Le salaire était meilleur et je pouvais avoir des horaires normaux, ce qui signifiait que je pouvais assister au spectacle de l'école de Julien et aux réunions parents-professeurs. Mais le coût de la vie ne cessait d'augmenter. Et Julien grandissait si vite que j'avais à peine de quoi le vêtir et le chausser. J'ai feuilleté d'autres pages. Julien a 8 ans, ses 2 dents de devant en moins, brandissant un trophée de football. J'avais fait des heures supplémentaires pendant 3 mois pour payer l'inscription à la ligue et l'équipement.
Julien a 10 ans, déguisé en personnage historique pour un projet scolaire. J'avais passé toute la nuit à confectionner ce costume, car ceux du commerce étaient hors de notre budget. Chaque photo était le souvenir de quelque chose pour lequel j'avais travaillé, économisé, sacrifié. Quand Julien a voulu des leçons de piano, j'ai pris des gardes le week-end, dans une maison de retraite. Quand il a eu besoin d'un ordinateur pour le lycée, j'ai vendu les bijoux de ma grand-mère, la seule chose de valeur que je possédais. La photo la plus difficile à regarder était celle de la remise des diplômes du bac de Julien. Il était là, dans sa toge, et son mortier, souriant largement. Et j'étais si fière que je pensais que mon cœur allait éclater. Mais j'avais failli ne pas assister à la cérémonie. J'avais fait une double garde à la maison de retraite parce qu'une autre aide-soignante s'était déclarée malade. Et ma superviseure avait d'abord refusé de me laisser partir. J'ai supplié, littéralement supplié ma superviseure de me laisser aller voir mon fils obtenir son diplôme. Elle a finalement accepté, mais a déduit de mon salaire les heures manquées. Je m'en fichais. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. Julien avait été accepté à l'université avec une bourse partielle au mérite, mais ce n'était toujours pas suffisant pour tout couvrir. Alors, j'ai contracté des prêts que je rembourse encore aujourd'hui. J'ai cumulé 3 emplois cet été-là pour l'aider avec ses dépenses. Mon travail habituel au cabinet médical, les gardes du week-end à la maison de retraite, et quelques heures chaque soir à nettoyer le bureau d'un avocat en ville. Je me souviens que Julien m'avait appelé pendant sa première année. Il avait le mal du pays et peinait avec la charge de travail. Peut-être que je devrais juste rentrer à la maison, avait-il dit. Trouver un travail, aider avec les factures. Absolument pas, lui avais-je dit. Tu restes où tu es et tu finis ce que tu as commencé. Je n'ai pas travaillé aussi dur pour te voir abandonner maintenant. La section suivante de l'album montrait les années universitaires de Julien, des photos de ses visites à la maison, des photos de sa cérémonie de remise de diplôme. Il avait fait une école de commerce et avait obtenu son diplôme avec mention. J'étais si fière de lui ce jour-là, en le regardant traverser cette estrade dans sa toge. Toutes ces années de sacrifice en avaient évalu la peine. Mon fils allait avoir le genre de vie que je n'avais jamais pu lui offrir. Après son diplôme, Julien a décroché un bon poste dans une agence de marketing en ville. Il gagnait enfin un salaire décent, capable de se payer son propre appartement et sa voiture. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis de me détendre un peu. Peut-être que je pourrais enfin commencer à penser à mon propre avenir. Peut-être même à la retraite un jour. Puis Julien a rencontré Amélie. Elle était belle, charmante, et venait du genre de famille qui appartenait à des cercles privés et prenait des vacances en Europe. La première fois que Julien l'a amenée à la maison pour dîner, je l'ai vue faire l'inventaire de notre petit appartement, notant les meubles d'occasion et la moquette délavée. Elle était assez polie, mais j'ai surpris la façon dont ses yeux s'attardaient sur la vaisselle bon marché et la nourriture de marque distributeur dans mon réfrigérateur. Après leur départ ce soir-là, je me suis surprise à regarder ma maison à travers les yeux d'Amélie. Soudain, tout semblait minable et inadéquat. Le canapé que j'avais été si fière d'acheter dans une friperie avait l'air usé et pathétique. La table de la cuisine où Julien avait fait ses devoirs pendant 12 ans ressemblait exactement à ce qu'elle était. Un meuble dont quelqu'un d'autre s'était débarrassé. Julien a commencé à venir moins souvent après ça. Quand il passait, il semblait gêné par des choses qui ne l'avaient jamais dérangé auparavant. Il grimaçait quand je servais le dîner dans mes assiettes dépareillées, ou changeait rapidement de sujet quand je mentionnais mon travail au cabinet médical. Le mariage fut petit et élégant, célébré au domaine familial d'Amélie. J'avais mis ma plus belle robe, la bleu marine que j'avais achetée pour la remise de diplôme de Julien, et j'avais essayé de me fondre dans le décor. Je n'avais pas ma place là, parmi les parents parfaitement coiffés d'Amélie et le nouveau cercle d'amis professionnels de Julien. Pendant la réception, j'ai entendu une des tantes d'Amélie demander qui j'étais. « Oh, c'est la mère de Julien », a répondu quelqu'un. Elle a fait de son mieux pour l'élever seule. Mais vous savez ce que c'est.
Il a vraiment réussi à faire quelque chose de sa vie malgré tout. Malgré tout. Comme si aimer mon fils, cumuler 3 emplois pour le soutenir, tout sacrifier pour lui donner les opportunités que je n'avais jamais eues. Comme si tout cela était quelque chose qu'il avait dû surmonter plutôt que la fondation qui avait rendu son succès possible. J'ai tourné à la dernière page de l'album. C'était une photo récente. Julien et Amélie à un gala de charité, tiré à 4 épingles et semblant tout droit, sorti d'un magazine. Julien avait l'air confiant et prospère dans son costume coûteux. C'était la vie que j'avais voulu pour lui, la vie que tous mes sacrifices avaient rendue possible. Alors pourquoi cela faisait-il si mal de le voir la vivre? J'ai fermé l'album et l'ai reposé sur la table. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bruit de la respiration de Daniel depuis notre chambre. Mon mari, cet homme bon et doux qui était tombé amoureux de moi, malgré tout ce qui me manquait. Demain, je devrais affronter une autre journée, à être la source d'embarras que Julien ne voulait pas que son patron rencontre. Une autre journée à être traitée comme une employée par une belle fille qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Une autre journée à prétendre que ça ne faisait pas mal quand mon propre fils me regardait comme si j'étais quelque chose dont il fallait avoir honte. Mais ce soir, dans l'obscurité de notre salon, je me suis permis de me souvenir du temps où Julien me regardait comme si j'étais son monde entier, quand mon amour suffisait, quand mes sacrifices comptaient, quand être sa mère était le travail le plus important que j'ai jamais eu. Ces jours semblaient si lointains. Et peut-être, pensais-je en retournant enfin me coucher, qu'ils l'étaient. Le lendemain matin, j'ai trouvé Daniel dans notre petite cuisine, fredonnant doucement en préparant le café. C'était un lève-tôt. Il l'avait toujours été depuis que je le connaissais. À 65 ans, il se déplaçait avec la délibération prudente de quelqu'un qui avait appris à apprécier les moments calmes. Ses cheveux gris étaient encore humides de sa douche, et il portait le même style de chemise à boutons qu'il avait porté tous les jours ces 8 derniers mois. Rien d'extraordinaire, mais toujours propre et repassé. « Bonjour, ma belle », a-t-il dit sans se retourner, comme il le faisait chaque matin. Cela faisait encore battre mon cœur un peu plus vite, même après tout ce temps. Personne ne m'avait appelée « ma belle » depuis des décennies. « Tu es levé tôt », ai-je dit en acceptant la tasse de café qu'il me tendait. Il s'était souvenu de comment je l'aimais. 2 sucres, juste un nuage de crème. Après 35 ans, à faire du café pour Julien, et à ne recevoir que des plaintes, s'il n'était pas exactement comme il fallait. L'attention de Daniel à de si petits détails me semblait un luxe. « Je n'ai pas beaucoup dormi non plus », a-t-il avoué en s'asseyant sur la chaise en face de moi. « Tu as tourné et viré toute la nuit. Tu veux parler de ce qui s'est réellement passé hier ?» J'ai étudié son visage par-dessus ma tasse de café. Daniel avait ses yeux bruns bienveillants qui semblaient avoir à travers toutes les prétentions. C'est ce qui m'avait attiré chez lui il y a 8 mois, lorsque nous nous étions rencontrés au groupe de soutien pour le deuil à la paroisse Saint-Michel. J'y étais allée pour essayer de surmonter la perte de mon emploi, la distance croissante avec Julien. Il y était pour faire face au décès de sa première femme, Elisa, après 42 ans de mariage. Nous nous étions retrouvés assis l'un à côté de l'autre lors d'une session particulièrement difficile sur les déceptions familiales, lorsque l'animateur du groupe nous avait demandé de partager nos plus grands regrets. Je m'étais retrouvée à parler de Julien pour la première fois depuis des mois. Comment je sentais que j'avais en quelque sorte échoué en tant que mère, comme si tous mes sacrifices n'avaient servi à rien s'ils avaient produit un fils qui avait honte de moi. Daniel avait écouté sans juger, sans essayer de réparer quoi que ce soit ou d'offrir des assurances tasse-creuse. Après la réunion, il m'avait simplement demandé si je voulais prendre un café. Ce café s'était transformé en dîner, qui s'était transformé en longue promenade et en conversation encore plus longue. 6 mois plus tard, il m'avait demandé en mariage dans mon petit salon. Pas de restaurant chic, ni de gestes théâtraux, juste lui, un genou à terre, me demandant si je voulais essayer d'être heureuse pour le temps qu'il nous restait. Julien n'avait même pas assisté à notre petite cérémonie de mariage. Il avait prétexté une urgence professionnelle,
Mais j'avais vu les publications d'Amélie sur les réseaux sociaux ce même week-end. Ils étaient allés à un festival du vin dans la région. Daniel m'avait serré la main pendant la cérémonie et avait murmuré « C'est leur perte, ma chérie ». Maintenant, en regardant Daniel siroter son café dans notre cuisine ensoleillée, je réalisais que je ne lui avais jamais vraiment dit toute la vérité sur la façon dont Julien et Amélie me traitaient. J'avais mentionné qu'ils étaient un peu snobs et qu'Amélie pouvait être difficile, mais je n'avais jamais partagé l'étendue de leur cruauté. Peut-être parce que le dire à voix haute le rendrait réel d'une manière trop douloureuse à supporter. Amélie m'a fait nettoyer leur salle de bain hier, ai-je finalement dit, les mots sortant d'un trait. À quatre pattes, à récurer les toilettes pendant qu'elle regardait. Et Julien a dit que je ne pouvais pas rester dîner parce que son patron venait et que je serais une source d'embarras. La tasse de café de Daniel s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il l'a posée délicatement, sa mâchoire se crispant d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il a dit quoi? Que je suis sans emploi et que ça ne ferait pas bonne impression de m'avoir là. Que son patron s'attend à un certain calibre de personne. Les mots avaient un goût amer dans ma bouche. J'ai passé 35 ans à élever ce garçon, Daniel. J'ai cumulé 3 emplois pour le mettre à l'université. Je lui ai tout donné, et maintenant il me traite comme si j'étais une sorte de fardeau qu'il doit gérer. Daniel est resté silencieux, un long moment, fixant son café. Quand il a finalement levé les yeux, il y avait quelque chose dans son expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. « Monique, ma chérie, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » J'ai hoché la tête, bien que quelque chose dans son ton me rende nerveuse. « Qu'est-ce que Julien t'a dit exactement sur mon travail avant que je ne prenne ma retraite ?» La question m'a prise au dépourvu. « Tu as dit que tu travaillais dans la technologie, quelque chose avec des appareils médicaux, non ?» Daniel s'est frotté les tempes, un geste que j'avais appris à reconnaître lorsqu'il réfléchissait à un problème difficile. J'ai bien travaillé avec des appareils médicaux, mais je n'étais pas exactement... Eh bien, je n'étais pas un simple employé. J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'est levé et s'est approché de la fenêtre, regardant notre petit jardin. Elisa disait toujours que j'étais trop modeste pour mon propre bien. Elle s'énervait tellement quand les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie, et que je répondais simplement que je travaillais avec des ordinateurs ou que j'aidais avec du matériel médical. « Daniel, tu me fais un peu peur. Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Il s'est retourné vers moi, et je pouvais le voir lutter avec quelque chose. L'entreprise que j'ai fondée, que j'ai bâtie à partir de rien, il y a 25 ans. Elle s'appelle Moreau Médical. Le nom ne me disait rien, mais Daniel semblait s'attendre à une réaction. Est-ce que je devrais connaître ? C'est l'une des plus grandes entreprises de technologie médicale de la région, Monique. Nous fabriquons des équipements pour les hôpitaux et les cliniques dans tout le pays. L'entreprise est entrée en bourse il y a 12 ans, et quand j'ai quitté mon poste de PDG il y a 3 ans pour m'occuper d'Elisa pendant sa maladie, nous avions plus de 8000 employés. Je le fixais, essayant de comprendre ce qu'il me disait. « Tu veux dire que tu possédais une entreprise ? Une grande entreprise ? » « Possède, au présent. » La voix de Daniel était douce mais ferme. « Je détiens encore 47% des actions. Le conseil d'administration gère les opérations quotidiennes, mais je suis toujours le plus grand actionnaire individuel. L'entreprise est évaluée à environ 2 milliards d'euros, Monique. » La cuisine me parut soudain trop petite. Je me suis agrippée au bord de la table, me sentant prise de vertige. 2 milliards d'euros ? À quelques centaines de millions près, selon le marché. Il l'a dit si nonchalamment, comme si nous parlions de la météo. Quand Elisa est tombée malade, je me suis retirée de la gestion active pour passer du temps avec elle. Après son décès, j'essayais de savoir quoi faire de ma vie quand je t'ai rencontrée. Tu m'as fait me souvenir de ce que c'était d'être simplement Daniel. Pas Daniel Moreau, PDG et fondateur de Moreau Médical. Juste Daniel. Moreau ? Ai-je répété faiblement. Ton nom de famille est Moreau. J'utilise mon prénom, Daniel, depuis la mort d'Elisa.
C'était comme un nouveau départ. Mais légalement, oui, je suis Danielle Moreau. Danielle Moreau. Le nom a soudainement fait tilt, et j'ai senti mon monde basculer. J'avais entendu Julien mentionner ce nom des dizaines de fois au cours des dernières années. Son entreprise, l'agence Lambert & Associés, travaillait en sous-traitance pour plusieurs grandes sociétés. Moreau Médical était l'un de leurs plus gros clients. « Julien travaille pour toi », ai-je murmuré. « Son agence travaille pour ton entreprise, pas directement. Moreau Médical sous-traite ses campagnes publicitaires à l'agence Lambert. Mais oui, techniquement, son chèque de paie dépend des contrats que mon entreprise approuve. » Danielle s'est approchée, s'agenouillant à côté de ma chaise. « Monique, je n'avais aucune idée que Julien était ton fils quand nous nous sommes rencontrés. Tu avais mentionné avoir un fils nommé Julien, qui travaillait dans le marketing. Mais je n'ai jamais fait le lien, jusqu'à ce que tu commences à parler de sa femme Amélie et de leur maison au domaine de Valois. J'ai pensé au domaine de Valois, le quartier chic où vivaient Julien et Amélie avec leur maison impeccable et leur pelouse manucurée. La maison que je les avais aidés à acheter avec le reste de mon compte d'épargne. Depuis quand sais-tu ? Environ 3 mois. Je passais en revue certains dossiers de nos sous-traitants quand j'ai vu le nom complet et l'adresse de Julien. Julien Martin. Le même nom de famille que toi. La même adresse que tu avais mentionné visiter le dimanche. Danielle a pris mes mains dans les siennes. J'essaie de trouver comment te le dire depuis. 3 mois. Il savait depuis 3 mois que mon fils travaillait pour une entreprise qu'il possédait, et il n'avait rien dit pendant que je me tourmentais sur la façon dont Julien me traitait. Hier, quand Amélie t'humiliait, quand Julien te traitait de source d'embarras, la voix de Danielle était tendue par une colère à peine contenue. Ils n'ont aucune idée à qui ils parlaient, n'est-ce pas ? Aucune idée que la femme qu'ils traitaient comme une employée est mariée à l'homme qui signe leur chèque de paie. J'ai secoué la tête, essayant toujours d'absorber tout cela. Ils pensent que tu n'es qu'un retraité que j'ai rencontré dans un groupe de deuil. Amélie t'a appelé « ce vieil homme » quand Julien lui a dit que nous allions nous marier. Le rire de Danielle était sec et sans humour. « Ce vieil homme ?» Eh bien, ce vieil homme va avoir une conversation très intéressante avec l'équipe de l'agence Lambert cette semaine. Nous sommes en train de négocier une prolongation de contrat de 3 ans d'une valeur d'environ 15 millions d'euros. Les implications m'ont frappé comme un coup de poing. Toute la carrière de Julien, sa belle maison, son style de vie confortable, tout cela dépendait des contrats de l'entreprise de Danielle. Et Julien n'avait aucune idée que l'homme qu'il avait méprisé comme étant indigne de son attention pouvait détruire tout ce pourquoi il avait travaillé d'un seul coup de fil. « Danielle, non !» Je me suis levée rapidement, manquant de renverser ma chaise. « Tu ne peux pas utiliser ta position pour te venger de la façon dont ils m'ont traité. Ce n'est pas juste. » Il m'a regardée avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Même après ce qu'ils t'ont fait hier, même après que Julien t'ait appelé une source d'embarras et qu'Amélie t'ait fait récurer les toilettes comme une servante. Ils font toujours partie de ma famille, ai-je dit, bien que les mots sonnaient creux. Et je ne t'ai pas épousé pour ton argent. Je t'ai épousé parce que tu es bon et doux et que tu vois quelque chose de bien en moi que j'avais oublié. Je ne laisserai pas cela changer ça. Danielle s'est levée et m'a prise dans ses bras. C'est exactement pour ça que je t'aime, Monique Martin-Moreau. C'est exactement pour ça. Nous nous sommes tenus là, dans notre petite cuisine, tandis que le soleil du matin inondait la pièce. Mais même en sentant le réconfort de l'étreinte de Danielle, je ne pouvais m'empêcher de penser à Julien et Amélie, menant leur vie parfaite, sans se douter que tout ce qu'ils avaient construit reposait sur la bonne volonté de l'homme qu'ils avaient traité comme insignifiant. Une partie de moi, une partie dont je n'étais pas fière, se demandait ce qui se passerait quand il découvrirait la vérité. Le jeudi, je m'étais presque convaincue que Danielle n'aurait jamais à révéler son identité à Julien et Amélie. Nous pourrions continuer à vivre notre vie tranquille, et ils pourraient en à continuer à vivre la leur. Et peut-être que les 2 mondes n'auraient jamais à se rencontrer. J'avais tort. Tout a commencé par un appel téléphonique à 14h30.
Je pliais du linge dans notre chambre quand j'ai entendu Daniel répondre à son portable dans le salon. Oui, Daniel Moreau à l'appareil. Sa voix avait pris un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Précis, autoritaire. Rien à voir avec l'homme doux qui me faisait du café chaque matin. Quel genre d'urgence! J'ai arrêté de plier et je me suis approchée de la porte, sans vouloir écouter aux portes, mais incapable de m'en empêcher. « Combien de personnes ?» a demandé Daniel, et je pouvais entendre la tension monter dans sa voix. « Mon Dieu, Marcus, comment est-ce arrivé ?»« Non, ne répondez pas encore. J'arrive. Annulez mon après-midi et reportez le dîner du conseil à demain soir. » J'ai entendu son téléphone se fermer d'un coup sec et ses pas se diriger rapidement vers la chambre. Quand il est apparu dans l'encadrement de la porte, son visage était pâle et tiré. « Il y a eu un accident à l'usine de production principale, » a-t-il dit, se dirigeant déjà vers notre placard. « Un dysfonctionnement avec l'une des unités de stérilisation. 6 ouvriers ont été hospitalisés avec des brûlures non chimiques. Je l'ai regardé sortir un costume sombre que je ne l'avais jamais vu porter. D'aspect coûteux, parfaitement taillé. Daniel, c'est terrible. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je ne sais pas encore, mais je dois me rendre à l'usine, puis à l'hôpital. Et ensuite, je serai probablement en réunion avec des avocats et des assureurs, jusqu'à Dieu sait quand. Il se transformait sous mes yeux, devenant quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas mon mari doux et retraité. C'était un homme habitué à prendre des décisions qui affectaient des milliers de personnes. Puis-je faire quelque chose pour aider? Il s'est arrêté au milieu de l'ajustement de sa cravate et m'a regardé avec tant d'amour que ça m'a serré la poitrine. Sois juste là quand je rentrerai, d'accord? Cette journée vient de devenir très compliquée et j'aurai besoin de voir ton visage à la fin. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir et je l'ai regardé partir dans son pick-up. Le même vieux Ford qu'il conduisait depuis notre rencontre, bien que je me sois demandé s'il avait d'autres voitures dont je ne connaissais pas l'existence. L'appel est arrivé à 19h15 ce soir-là. « Maman !» La voix de Julien était tendue, paniquée d'une manière que je n'avais pas entendue depuis son enfance. « Maman, j'ai besoin de ton aide. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Qu'est-ce qui ne va pas? » C'est... Mon Dieu, maman, je ne sais même pas comment expliquer ça. Il y a eu un accident chez Moreau Médical aujourd'hui. 6 personnes ont été blessées. Et maintenant, il va y avoir toutes sortes d'enquêtes et de procès. Et tout notre contrat avec eux pourrait être en danger. Mon estomac s'est noué. Ton contrat? Moreau est notre plus gros client, maman. Nous faisons 70% de notre travail marketing pour eux. S'ils retiraient leur contrat à cause de cet accident et de la mauvaise publicité, l'agence Lambert pourrait faire faillite. Je pourrais perdre mon travail, la maison, tout. J'ai fermé les yeux, pensant à Daniel à l'hôpital, probablement assis au chevet des ouvriers blessés, s'assurant qu'il recevait les meilleurs soins possibles. Julien, je suis sûre que ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Les accidents arrivent. Non, maman. Tu ne comprends pas. Sa voix s'est brisée comme celle d'un adolescent. Monsieur Lambert, mon patron, a reçu un appel du service juridique de Moreau aujourd'hui. Ils veulent une réunion demain matin avec tous les cadres supérieurs de notre agence. Lambert pense qu'ils vont résilier notre contrat. Je me suis mise à faire les 100 pas dans notre petit salon, le téléphone collé à mon oreille. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Julien? Je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles à ce sujet. » « J'ai besoin d'emprunter de l'argent, » a-t-il dit d'un trait. « Si je perds ce travail, Amélie et moi ne pourrons pas payer les mensualités de la maison. Nous perdrons la maison et elle va... Mon Dieu, maman, elle va me quitter. Elle m'a épousée parce que je pouvais subvenir à ses besoins. Et si je ne peux plus... Combien d'argent? Ai-je demandé, bien que je sache déjà que je n'avais pas la somme qu'il allait demander. 20 000 €. Juste comme un pré-relais jusqu'à ce que je trouve un autre travail. Je sais que tu n'as pas autant d'économies, mais peut-être que Daniel pourrait se porter garant pour un prêt ou quelque chose comme ça. Je suis désespérée, maman. Je suis vraiment désespérée. 20 000 €. Le chiffre m'a frappée comme une gifle.
Julien, qui était trop gêné pour que je rencontre son patron il y a 3 jours, demandait maintenant 20 000 € à la femme qui l'avait forcé à récurer ses toilettes. Julien, Daniel et moi n'avons pas ce genre d'argent qui traîne. S'il te plaît, maman. Il pleurait maintenant, vraiment en train de pleurer. Je sais que je n'ai pas été le meilleur des fils dernièrement. Je sais qu'Amélie peut être difficile, mais j'ai besoin d'aide. Et tu es la seule famille que j'ai. La seule famille qu'il avait. Apparemment, j'étais de nouveau de la famille quand il avait besoin de quelque chose. J'essayais encore de trouver quoi dire quand j'ai entendu le pick-up de Daniel dans l'allée. « Julien, laisse-moi parler à Daniel quand il rentrera. Je ne peux rien promettre, mais... » « Merci, maman. Merci beaucoup. Je t'appellerai demain matin, d'accord ? Avant la réunion avec Moreau. » Il a raccroché avant que je puisse répondre, me laissant debout dans notre salon, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Daniel avait l'air épuisé quand il a franchi la porte. Son costume coûteux était froissé, sa cravate desserrée, et il y avait des taches de café sur sa chemise. Il paraissait plus vieux que ses 65 ans, accablé par le genre de responsabilité que je commençais seulement à comprendre. « Comment vont les ouvriers ?» ai-je demandé immédiatement. « Ils iront bien. Les brûlures étaient là principalement superficielles. Dieu merci. Bien que 2 d'entre eux auront besoin de greffe de peau. J'ai pris des dispositions pour que l'entreprise couvre tous les frais médicaux, plus une compensation supplémentaire pour la douleur et la souffrance. C'était un dysfonctionnement d'un équipement qui aurait dû être remplacé l'année dernière, donc c'est entièrement de notre faute. » Il s'est affalé dans son fauteuil avec un lourd soupir. J'ai passé 4 heures à l'hôpital, puis 3 autres heures avec les avocats et le conseil d'administration. Demain sera encore pire. Nous avons des réunions avec tous nos principaux sous-traitants pour les rassurer que cela n'affectera pas notre capacité à remplir nos obligations. Je me suis perchée sur le bras de son fauteuil, passant mes doigts dans ses cheveux gris. Julien a appelé. Les yeux de Daniel se sont immédiatement aiguisés. Que voulait-il ? Je lui ai raconté l'appel téléphonique, la panique de Julien à l'idée de perdre le contrat Moreau, sa demande de 20 000 €. Daniel a écouté sans interruption, son expression se durcissant à chaque détail. « Il veut 20 000 €, a répété Daniel quand j'ai fini. « De toi, la femme qu'il a traitée de source d'embarras il y a 4 jours. Il a peur, Daniel. Toute sa vie est bâtie sur ce travail. Toute sa vie est bâtie sur la bonne foi de mon entreprise, qu'il le sache ou non. » La voix de Daniel était froide, d'une manière qui me fit frissonner. Et maintenant, il veut que la femme qui l'a humilié le tire d'un problème qui n'existerait pas s'il avait montré une once de respect à sa mère. Je pouvais voir la colère monter en lui, et cela m'effrayait un peu. C'était l'homme qui commandait des conseils d'administration et prenait des décisions valant des millions d'euros. C'était l'homme dont mon fils ignorait l'existence. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Daniel Ethan restait silencieux un long moment, fixant ses mains. « Je vais aller à cette réunion demain matin. »« La réunion avec l'agence Lambert ?»« Oui. Je vais m'asseoir dans cette salle de réunion et écouter Julien et son patron expliquer pourquoi Moreau Médical devrait continuer son partenariat avec leur agence. » Daniel m'a regardé et j'ai pu voir la décision se former dans ses yeux. Et ensuite, je vais leur dire exactement qui je suis. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Daniel, non, tu ne peux pas. »« Je ne peux pas quoi, Monique ? Je ne peux pas révéler mon identité pour sauver ma femme d'être humiliée par son propre fils. Je ne peux pas utiliser ma position pour donner une leçon à un homme qui se croit trop bien pour laisser sa mère sans emploi rencontrer son patron. Il ne s'agit pas de vengeance, » ai-je dit désespérément. « Tu as dit toi-même que tu m'aimais parce que je ne suis pas vindicative, parce que je ne veux pas leur faire de mal, même après ce qu'ils m'ont fait. » Daniel s'est levé et a commencé à faire les 100 pas, ses mouvements vifs et agités. « Il ne s'agit pas de vengeance, ma chérie. Il s'agit de respect. Il s'agit d'un homme qui doit comprendre que la femme qu'il a traitée comme une employée vaut plus que toute son entreprise. » Je l'ai suivi dans la cuisine où il ouvrait et fermait les portes des placards sans vraiment chercher quelque chose. Et si ça se retourne contre nous ? Et si Julien et Amélie m'en veulent encore plus après avoir découvert que je savais qui tu étais
et que je ne leur ai rien dit? Alors ils t'en voudront pour quelque chose de réel, au lieu de t'en vouloir d'être pauvre, sans emploi et gênante. Daniel s'est tourné pour me faire face, ses yeux flamboyants d'une juste colère. « Monique, je t'ai vue souffrir pendant des mois à cause de la façon dont il te traite. Je t'ai vue pleurer jusqu'à t'endormir parce que ton propre fils a honte de toi. Eh bien, demain matin, il va découvrir exactement quel genre de femme il a humiliée. Je voulais argumenter davantage, trouver un moyen de le dissuader de cette ligne de conduite. Mais une partie de moi, la partie qui avait récuré les toilettes de Julien sous la supervision d'Amélie, était curieuse de voir leur visage quand ils apprendraient là la vérité. « Que leur diras-tu » ai-je demandé doucement. Le sourire de Daniel était aussi tranchant qu'une lame. « Je leur dirai la vérité. Que Daniel Moreau, fondateur et actionnaire majoritaire de Moreau Médical, est marié à la femme qu'ils n'ont pas laissé rester dîner, parce qu'elle risquait de les embarrasser devant le patron. » Il s'est approché de moi, prenant mes mains dans les siennes. Et ensuite, je les laisserai décider s'ils pensent que leur contrat vaut des excuses à ma femme. J'ai regardé dans ses yeux, et j'ai vu non seulement de la colère, mais de l'amour. Un amour féroce, protecteur, que je n'avais jamais connu auparavant. Pendant 35 ans, j'avais mené mes batailles seule. Demain, pour la première fois, quelqu'un se battrait pour moi. « D'accord », ai-je murmuré. « Mais promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi que peu importe ce qui se passera demain, peu importe comment ils réagiront, nous serons toujours nous. Nous serons toujours ce couple qui boit du café dans la cuisine et parle de tout et de rien. Promets-moi que cela ne changera pas qui nous sommes ensemble. » Daniel a pris mon visage dans ses mains et m'a embrassé doucement. « Rien ne pourrait changer ça, Monique. Rien au monde. » Alors que nous nous tenions là, dans notre petite cuisine, nous serrant l'un contre l'autre dans l'obscurité grandissante, j'ai réalisé que demain allait soit réparer ma relation avec Julien pour toujours, soit la détruire complètement. D'une manière ou d'une autre, je saurais enfin où j'en étais. Je n'ai pas dormi du tout dans la nuit de jeudi à vendredi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais la scène qui se déroulerait dans les bureaux de l'agence Lambert dans quelques heures à peine. Daniel, quant à lui, avait dormi comme un homme qui avait enfin fait la paix avec une décision difficile. Il s'est réveillé à son heure habituelle, a fait du café et a suivi sa routine matinale comme si c'était un jour comme les autres. « Tu n'es pas obligé de faire ça », lui ai-je dit au petit déjeuner, faisant une dernière tentative pour le faire changer d'avis. Il a levé les yeux de son journal, la section économique ai-je noté, où il suivait probablement les entreprises dont il possédait des actions, et m'a adressé ce sourire doux qui m'avait fait tomber amoureuse de lui. « Si, ma chérie, il y a des choses qu'on ne peut plus ignorer. » À 8h30, Daniel m'a embrassée et est monté dans son vieux pick-up Ford. Mais ce matin-là, il portait l'un de ses costumes coûteux et tenait une mallette en cuir que je n'avais jamais vue auparavant. La transformation de mon mari calme et retraité en Daniel Moreau, PDG, était complète. J'ai passé la matinée à nettoyer notre maison déjà impeccable, à faire une lessive qui n'en avait pas besoin, n'importe quoi pour occuper mes mains, pendant que mon esprit tournait à plein régime. À 10h15, mon téléphone a sonné. « Maman !» La voix de Julien était tremblante. « Les gens de Moreau sont là. Monsieur Lambert me veut dans la salle de réunion dans 5 minutes. » « Comment te sens-tu ?»« Terrifiée. » A-t-il admis. « Maman, à propos de ce que j'ai dit l'autre jour, que tu étais une source d'embarras. J'étais stressée par le travail et je me suis défoulée sur toi. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était ce qui s'en approchait le plus de la part de Julien depuis des années. Je sais que tu es sous pression, mon chéri. Je dois y aller, mais... Maman, merci d'avoir écouté hier soir. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir t'appeler. La ligne a été coupée et je suis restée là, tenant le téléphone, le cœur un peu brisé. Julien avait l'air si jeune, si effrayé. Une partie de moi voulait appeler Daniel et lui dire d'être indulgent, que mon fils souffrait déjà assez. Mais ensuite, je me suis souvenue de la sensation de la brosse des toilettes dans mes mains
du son du rire d'Amélie, alors qu'elle me renvoyait comme une employée, du regard de Julien quand il m'avait traité de source d'embarras. Certaines leçons, réalisai-je, ne pouvaient être apprises qu'à la dure. À 11h45, mon téléphone a de nouveau sonné. Monique. La voix de Daniel était calme, contrôlée, mais je pouvais entendre quelque chose en dessous. Une sorte d'épuisement satisfait. C'est fini. Que s'est-il passé? Je te raconterai tout en rentrant, mais... Monique, Julien va t'appeler, probablement dans les prochaines minutes, et il va être très, très contrarié. Mon estomac s'est noué. Qu'as-tu fait? Je lui ai dit la vérité, toute la vérité. Avant que je puisse demander ce que cela signifiait, j'ai entendu la tonalité. Moins de 2 minutes plus tard, mon téléphone sonnait à nouveau. Maman. La voix de Julien était à peine reconnaissable. Éraillée, choquée, remplie d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Maman, il faut qu'on parle, tout de suite. Julien, quoi? J'arrive. Ne bouge pas. Ne bouge pas d'un pouce. Il a raccroché, me laissant debout dans ma cuisine, le cœur battant et l'esprit tourbillonnant. Daniel avait dit que c'était fini, mais au son de la voix de Julien, j'avais l'impression que quelque chose ne faisait que commencer. La BMW de Julien est arrivée dans notre allée 20 minutes plus tard, roulant plus vite que ce qui était prudent pour notre quartier calme. Je l'ai observé par la fenêtre de la cuisine, alors qu'il restait assis dans sa voiture un long moment, la tête entre les mains. Quand il est finalement sorti, son visage était pâle et ses mains tremblaient. Il n'a pas frappé. Il ne frappait plus jamais. Une autre petite marque de politesse qui avait disparu au fil des ans. Il est juste entré, a regardé notre modeste salon comme s'il le voyait pour la première fois, puis m'a fixé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « C'est vrai ?» a-t-il demandé. « Qu'est-ce qui est vrai ?» Sa voix s'est brisée. « Ne me force pas à le dire. Dis-moi juste si c'est vrai. » J'ai pris une profonde inspiration, ayant l'impression d'être sur le point de sauter d'une falaise. Si tu demandes si Daniel est Daniel Moreau, le fondateur de Moreau Médical, alors oui, c'est vrai. Julien s'est effondré dans le fauteuil de Daniel, le même fauteuil où j'avais vu mon mari se transformer en PDG ce matin. Pendant un long moment, il est resté assis là, respirant fort comme s'il venait de courir un marathon. « Depuis quand le sais-tu » a-t-il finalement demandé. « 3 mois. Peu de temps après que tu m'aies dit que je ne pouvais pas rencontrer ton patron parce que je serais une source d'embarras. » Julien a tressailli comme si je l'avais giflé. « Maman, Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé dans cette salle de réunion aujourd'hui. » ai-je poursuivi, ma voix étonnamment stable. « Parce que je pense que tu as besoin de l'entendre de ma part. Tu n'étais pas là? » « Non. Mais Daniel m'a appelé juste après et il m'a tout raconté. » Je me suis avancée vers le canapé, m'asseyant en face de mon fils. Cet homme que j'avais élevé qui semblait si petit et si jeune pour ses 35 ans. Il m'a dit comment M. Lambert a présenté tout le monde de l'agence Lambert, y compris toi. Comment l'équipe juridique de Moreau a commencé à expliquer les implications de l'accident d'hier. Comment tu n'arrêtais pas de regarder ton téléphone, espérant probablement que je te rappelle à propos de ces 20 000 € dont tu as besoin. Le visage de Julien est devenu encore plus pâle. Et puis Daniel s'est levé et a dit qu'il voulait aborder quelque chose de personnel avant de poursuivre les affaires. Je me suis penchée en avant, soutenant le regard de Julien. Il leur a dit qu'il avait récemment appris que l'un des employés de l'agence Lambert était le fils de sa femme. Une femme qui avait été si maltraitée par son propre fils qu'elle avait été réduite à récurer les toilettes pendant que sa belle-fille regardait. Oh mon Dieu! Julien a mis sa tête dans ses mains. Il leur a parlé de dimanche dernier, Julien. De comment tu m'as fait nettoyer la salle de bain des invités, et puis tu m'as dit que je ne pouvais pas rester pour le dîner parce que ton patron venait et que je serais une source d'embarras. Il leur a dit que le patron que ta femme tenait tant à impressionner était en fait marié à la femme que tu avais humiliée. Ah, s'il te plaît, arrête. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pendant des mois, j'avais ravalé ma peine et ma déception.
J'avais trouvé des excuses au comportement de Julien. Je m'étais convaincue qu'il traversait juste une phase difficile. Maintenant, enfin, la vérité jaillissait de moi comme l'eau d'un barrage brisé. Sais-tu ce qu'il a dit ensuite, Julien? Il a dit que toute agence qui emploierait quelqu'un qui traitait sa femme avec un tel manque de respect n'était pas une agence avec laquelle Moreau Médical pouvait continuer à travailler. La tête de Julien s'est relevée d'un coup. Il annule notre contrat? Non, ai-je dit doucement. Il t'a donné le choix. Soit tu pouvais te lever devant ton patron et tes collègues et présenter tes excuses à ta mère pour ton comportement, en reconnaissant que tu avais eu tort de me traiter comme tu l'as fait. Soit Moreau mettrait fin à sa relation avec l'agence Lambert, avec effet immédiat. Le silence s'est étiré entre nous, épais et inconfortable. Julien me fixait comme si j'étais une étrangère, comme s'il essayait de concilier la mère sans emploi et embarrassante qu'il avait connue avec l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de la région. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» a-t-il murmuré. « Qu'est-ce que tu penses avoir fait ? Je me suis excusée devant tout le monde. Monsieur Lambert, toute la direction, l'équipe juridique de Moreau. » Sa voix était à peine audible. Je leur ai tout dit que j'avais maltraité ma mère, qu'elle avait tout sacrifié pour moi et que je l'avais remerciée avec cruauté et manque de respect. J'ai senti les larmes commencer à monter dans mes yeux, mais je les ai ravalées. « Et comment t'es-tu senti ?» Julien est resté silencieux, un long moment, fixant ses mains. « Humilié », a-t-il finalement admis. « Honteux. Comme si tout le monde dans cette pièce pouvait voir exactement quel genre de personne je suis vraiment. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti dimanche dernier. » Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon petit garçon dans ses yeux. Pas l'homme d'affaires prospère, ou le mari d'Amélie, mais l'enfant que j'avais élevé, celui qui se glissait dans mon lit pendant les orages. « Maman, je suis tellement désolée. » Les mots sont sortis brisés, désespérés. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas quand je suis devenue quelqu'un qui pouvait te traiter comme ça. Je sais quand c'est arrivé. Ai-je dit doucement? C'est arrivé quand tu as décidé que l'amour de ta mère ne valait pas autant que l'approbation d'Amélie. Quand tu as décidé que la femme qui t'a élevée avait moins de valeur que la femme que tu as épousée. Julien pleurait maintenant. Pas les larmes silencieuses du regret, mais les sanglots rauques et laids de quelqu'un dont le monde vient de s'effondrer. Elle va me quitter, maman. Quand Amélie découvrira ce qui s'est passé aujourd'hui, quand elle réalisera que je l'ai humiliée devant mes collègues, elle va me quitter. Une partie de moi voulait le réconforter, lui dire que tout irait bien comme je le faisais quand il était petit. Mais j'en avais assez de rendre les choses faciles pour Julien, pendant qu'il me rendait la vie difficile. Peut-être qu'elle le fera, ai-je dit à la place, et peut-être que ce serait pour le mieux. Il m'a regardé, choqué. Comment peux-tu dire ça? Parce que toute femme qui quitterait son mari pour avoir défendu sa mère n'est pas une femme qui mérite d'être gardée. Je me suis adossée au coussin du canapé, me sentant étrangement calme. Julien, pendant 35 ans, je t'ai mis en premier dans tout. Chaque décision que j'ai prise était pour ton bien. J'ai fait des boulots que je détestais, vécu dans des appartements que je ne pouvais pas me permettre. Me suis privée de choses dont j'avais besoin pour que tu puisses savoir des choses que tu voulais. Je le sais, maman. Je l'ai toujours su. Non, tu ne l'as pas su. Si tu l'avais su, vraiment su, tu ne m'aurais jamais traité comme tu l'as fait dimanche dernier. Tu n'aurais jamais regardé la femme qui a tout sacrifié pour toi et décidé qu'elle était une source d'embarras. Julien a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, l'air perdu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça dépend. Veux-tu être le genre d'homme qui est marié à quelqu'un qui le quitterait pour avoir montré du respect à sa mère? Ou veux-tu être le genre d'homme qui choisit sa famille plutôt que sa commodité? Avant que Julien puisse répondre, j'ai entendu le pick-up de Daniel dans l'allée. Un instant plus tard, mon mari a franchi la porte, l'air fatigué, mais en quelque sorte plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Julien !» a dit Daniel avec un signe de tête poli. « Monsieur Moreau. » Julien s'est levé rapidement, comme un écolier convoqué dans le bureau du directeur.
Je vous dois des excuses aussi, pour la façon dont j'ai traité votre femme, pour la façon dont j'ai traité ma mère. » Daniel a étudié Julien un long moment. « Tu ne me dois rien, mon garçon. Les excuses que tu dois, c'est à elle. » Julien s'est retourné vers moi, les yeux encore rouges d'avoir pleuré. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je veux essayer. » J'ai regardé mon fils, vraiment regardé. Et j'ai vu non pas l'homme d'affaires prospère qui avait eu honte de moi, but the scared little boy who needed his mother to tell him everything would be all right. « La première chose que tu dois faire, » ai-je dit doucement, « c'est de décider quel genre d'homme tu veux être. Et ensuite, tu dois décider quel genre de mariage tu veux avoir. » Julien a hoché la tête, bien que je ne sois pas sûre qu'il comprenne pleinement ce que je voulais dire encore. Mais il le ferait. D'une manière ou d'une autre, il le ferait. 3 mois ont passé depuis ce jour dans la salle de réunion de l'agence Lambert, et je suis assise dans mon fauteuil préféré, dans notre salon, regardant Daniel s'occuper du petit potager qu'il a planté dans notre jardin. C'est samedi matin, et il porte ses vieux vêtements, un jean délavé et un t-shirt qui a connu des jours meilleurs. C'est le Daniel dont je suis tombée amoureuse, celui qui trouve de la joie dans les choses simples, comme regarder des tomates pousser. Les changements dans nos vies ont été progressifs mais profonds. Daniel s'est officiellement retiré de toute implication active dans Moreau Médical 2 semaines après la confrontation avec Julien, vendant ses actions restantes au conseil d'administration. Il a dit qu'il était fatigué de porter le poids de la vie des autres et qu'il voulait passer les années qui lui restaient à se concentrer sur son propre bonheur. « Tu es sûr ?» lui avais-je demandé quand il avait évoqué l'idée pour la première fois. « Cette entreprise, c'est l'œuvre de ta vie. »« Non, ma chérie, » avait-il répondu en me serrant contre lui. « C'est toi, l'œuvre de ma vie maintenant. Nous sommes à l'aise, plus qu'à l'aise, en fait. La vente des actions de Daniel nous a laissé plus d'argent que nous ne pourrions en dépenser en 3 vies. Mais nous vivons toujours dans la même petite maison, buvons toujours notre café à la même table de cuisine, trouvons toujours notre plus grand plaisir dans la compagnie tranquille de l'autre. Le seul vrai changement, c'est que je ne m'inquiète plus pour l'argent. Quand le chauffe-eau est tombé en panne le mois dernier, Daniel a simplement appelé un plombier au lieu d'essayer de le réparer lui-même. Quand j'ai mentionné que je voulais prendre un cours de cuisine, il nous a inscrits tous les deux à une série de cours au centre social. De petits luxes, mais ils semblent énormes pour une femme qui a passé 35 ans à compter chaque centime. Julien vient dîner le dimanche depuis 2 mois. Pas chez nous. Je n'étais pas encore prête pour ça. À la place, nous nous retrouvons dans un petit restaurant du centre-ville, un terrain neutre, où nous pouvons lentement reconstruire notre relation sans le poids de trop d'histoires qui pèsent sur nous. Il vient seul. Amélie a demandé le divorce il y a 6 semaines. Julien avait eu raison sur sa réaction à ce qui s'était passé chez Lambert & Associés. Elle avait été furieuse, non pas parce que son mari l'avait humiliée, mais parce qu'il avait choisi sa mère, plutôt que de maintenir leur image sociale, soigneusement construite. Le coup de grâce était venu quand Amélie avait appris que j'étais maintenant mariée à un homme valant plus de 20 millions d'euros. Elle a dit que j'étais un idiot de ne pas avoir réalisé ce que j'avais, m'a raconté Julien lors d'un de nos dîners. Elle ne comprenait pas comment j'avais pu être assez stupide pour m'aliéner la belle-mère qui aurait pu nous donner tout ce que nous voulions. J'avais observé le visage de mon fils pendant qu'il disait cela, cherchant des signes de regret ou de nostalgie pour son mariage raté. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Elle te manque ?» avais-je demandé. Julien avait sérieusement réfléchi à la question. La façon dont il apprenait à considérer toutes les questions sur sa vie et ses choix. L'idée d'elle me manque. Avoir quelqu'un à qui rentrer le soir me manque. Mais la personne que je pensais avoir épousée, je ne pense pas qu'elle ait jamais vraiment existé. Le divorce avait été rapide et brutal. Amélie avait exigé la moitié de tout, y compris la moitié de la valeur de la maison que j'avais aidé Julien à acheter avec mes économies. Quand elle avait appris que Julien ne pouvait pas se permettre de racheter sa part, elle avait forcé la vente.
Julien vit maintenant dans un petit appartement en ville, pas si différent des endroits où j'avais vécu quand il grandissait. « C'est étrange », m'a-t-il dit dimanche dernier. « Je m'attends à m'apitoyer sur mon sort d'avoir perdu la maison et la plupart de mes économies. Mais la plupart du temps, je me sens juste libre. Comme si je n'avais plus à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. L'homme qui vient à nos dîners est différent de celui que j'avais connu ces dernières années. Il est plus réfléchi, plus authentique. Il me pose des questions sur ma vie, vraiment, et écoute les réponses. Il me parle de son travail, des livres qu'il lit, du thérapeute qu'il a commencé à voir pour comprendre comment il est devenu quelqu'un qui pouvait si mal traiter sa mère. Elle dit que j'étais tellement concentrée sur la réussite que j'ai oublié de devenir une bonne personne, m'avait-il expliqué il y a 2 semaines. Elle dit que j'ai confondu la réussite matérielle avec la valeur personnelle et que j'ai appliqué cette confusion à tout le monde autour de moi, y compris toi. J'avais hoché la tête sans oser parler. C'était la chose la plus honnête que Julien m'ait dite depuis des années. Daniel a été patient concernant ma relation en reconstruction avec Julien, mais il a aussi été protecteur d'une manière que j'apprends encore à apprécier. Quand Julien a exprimé son intérêt à travailler pour une autre entreprise qui sous-traitait avec Moreau, Daniel avait discrètement fait savoir que Julien Martin ne devait recevoir aucune considération spéciale en raison de son lien avec la famille Moreau. Il doit reconstruire sa carrière sur son propre mérite, m'avait expliqué Daniel. Si je l'aide maintenant, il ne saura jamais si son succès est réel ou juste un autre coup de pouce. Julien avait été déçu lorsque les entretiens d'embauche n'avaient pas abouti, mais il avait accepté le raisonnement de Daniel avec plus de grâce que je ne l'aurais cru. Il avait finalement trouvé un poste dans une agence de marketing plus petite, moins prestigieuse que son emploi précédent, et avec un salaire nettement inférieur, mais un travail honnête qu'il avait entièrement mérité par lui-même. Ce matin, alors que je regarde Daniel arroser ses plants de tomates, mon téléphone sonne. C'est Julien, qui appelle plus tôt que d'habitude pour notre pointe hebdomadaire. « Salut, maman. J'espère que je n'appelle pas trop tôt. » Pas du hall. On prend juste notre café en regardant Daniel jardiner. « Qu'est-ce qui t'amène ?» Il y a une pause, et je peux entendre quelque chose de différent dans la voix de Julien quand il parle à nouveau. « Je voulais te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi, même si tu penses que ça pourrait me blesser. » Je jette un coup d'œil à Daniel, qui est maintenant agenouillé à côté de ses plants de poivrons. « D'accord, qu'est-ce que c'est ? Penses-tu qu'il y a une chance que nous puissions avoir à nouveau une vraie relation ? Pas seulement ces dîners polis où l'on prend des nouvelles superficielles, mais une vraie relation mère-fils, où l'on compte vraiment l'un pour l'autre. » La question me prend au dépourvu, non pas parce que je ne me posais pas la même chose, mais parce que je ne m'attendais pas à ce que Julien soit celui qui l'aborde. « Je pense, dis-je lentement, que cela dépend si tu veux une relation avec qui je suis vraiment ou avec qui tu penses que je devrais être. Je veux savoir qui tu es vraiment, dit immédiatement Julien. Je veux connaître la femme qui a cumulé 3 emplois pour me mettre à l'université. Je veux connaître les années où tu luttais et avais peur et où j'étais trop égoïste pour le remarquer. Je veux savoir comment tu as rencontré Daniel et ce qui t'a fait tomber amoureuse de lui et à quoi ressemblait ta vie avant que je ne devienne trop important pour t'apprécier. Je sens les larmes monter dans mes yeux. Julien, je sais que je ne peux pas effacer la façon dont je t'ai traité, maman. Je sais que je ne peux pas reprendre les choses que j'ai dites ou la façon dont je t'ai fait te sentir. Mais je veux essayer de devenir le fils que tu méritais depuis le début. » Par la fenêtre de la cuisine, je vois Daniel se relever et épousseter la terre de ses mains. Il regarde vers la maison et me fait un signe quand il me voit le regarder. Cet homme qui aurait pu détruire la carrière de mon fils d'un coup de fil, mais qui a plutôt choisi de lui donner une leçon sur le respect et les conséquences. « Voudrais-tu venir dîner demain ?» ai-je demandé à Julien. « Ici, à la maison. Je ferai un rôti de bœuf. » Le silence s'étire si longtemps que je me demande si nous avons été coupés. Quand Julien parle enfin, sa voix est épaisse d'émotion. « J'adorerais ça, maman. Plus que tu ne l'imagines. »
Après avoir raccroché, je reste assise dans mon fauteuil un moment, pensant au chemin qui nous a menés à cet instant. Il y a 1 an, j'étais une femme de 61 ans qui avait perdu son emploi et son but dans la vie, dont le seul enfant la traitait comme un inconvénient. Je me sentais invisible, sans valeur, oubliée du monde et des personnes qui auraient dû m'aimer le plus. Aujourd'hui, je suis l'épouse de Daniel Moreau. Je suis une femme aimée, valorisée et protégée. Mais plus important encore, je suis une femme qui a appris à se valoriser elle-même. Daniel rentre, les mains sales du jardin et un sourire satisfait sur le visage. « Les tomates poussent à merveille », annonce-t-il. « Nous devrions en avoir des fraîches d'ici la fin du mois. Julien vient dîner demain. » Je lui dis. Le sourire de Daniel s'adoucit. « C'est merveilleux, ma chérie. Comment te sens-tu par rapport à ça ?» Je considère la question sérieusement, de la manière dont Julien a appris à considérer les questions sur sa vie. « Pleine d'espoir », dis-je enfin. Prudemment pleine d'espoir. Daniel se penche et m'embrasse sur le haut de la tête. C'est la manière parfaite de se sentir. À l'approche du soir, nous nous asseyons ensemble sur notre petite terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Daniel me tient la main, son pouce traçant des cercles sur ma paume, comme il le fait chaque soir, depuis que nous sommes mariés. « Des regrets ?» demande-t-il doucement. Je réfléchis à la question. Est-ce que je regrette la confrontation qui a tout changé? Est-ce que je regrette les années de lutte et de sacrifice? Est-ce que je regrette la douleur qui a été nécessaire pour que Julien devienne l'homme qu'il essaie d'être maintenant? Non, dis-je, et je suis surprise de réaliser que je le pense complètement. Aucun regret. Demain, mon fils viendra dîner dans la maison que je partage avec mon mari. Nous mangerons le rôti de bœuf que Daniel m'aidera à préparer et nous parlerons de nos vies, de nos espoirs et maybe even nos peurs. Julien verra l'album photo sur la table d'appoint, celui rempli de photos de son enfance. Et peut-être se souviendra-t-il de ce que c'était quand mon amour lui suffisait. Ce ne sera pas comme quand il était petit. Nous ne pouvons pas revenir à ces jours simples, où sa mère était son monde entier et où il était le mien. Mais nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, quelque chose basé sur qui nous sommes réellement, plutôt que sur qui nous pensons devoir être. Et pour la première fois depuis des années, cela semble suffisant. Cela semble être tout. Maintenant, je suis curieuse de vous savoir, vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires, qui sont les favorites de la chaîne, et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.